En ce mois de novembre, on assiste aujourd'hui dans Santé Plus sur Movember. Movember, ce mouvement qui est là pour prévenir les cancers masculins tous les ans et qui maintenant s'intéresse également à la santé mentale des hommes. Avec nous aujourd'hui, bonjour, vous êtes le docteur Natacha Naoun. Et vous êtes oncologue à Gustave Roussy, à l'Institut Gustave Roussy, l'IGR. Et vous êtes spécialisé dans les cancers génitaux et urinaires, exactement, comme la prostate notamment, et les cancers des testicules. Pourquoi c'est si important, et bonjour Bernard, bonjour. Pourquoi c'est si important d'informer et de briser un peu les tabous, parce qu'on parle beaucoup du cancer du sein, peut-être moins des cancers masculins, et pourquoi c'est important ce mois Movember pour sensibiliser à cette prévention des cancers qui touchent les hommes? Donc tout à fait, les cancers masculins ont une visibilité quand même inférieure au cancer de la femme et notamment au cancer du sein, qui peut aussi toucher l'homme, rappelons-le, pour lequel le mois d'octobre avec Octobre Rose permet de sensibiliser beaucoup, mais aussi de la levée de fonds pour financer la recherche. Les cancers masculins sont moins visibles, c'est souvent plus tabou d'en parler, notamment la prostate, que ce soit à cause des traitements ou des effets secondaires potentiels. Pourtant, c'est très important d'en discuter, que ce soit le cancer du testicule qui touche plutôt les hommes jeunes et le cancer de la prostate plutôt les hommes âgés au-delà de 65 ans dans plus de la moitié des cas, car dépister, ou en tout cas diagnostiquer le plus tôt possible, leur traitement est moins lourd et permet souvent la guérison pour le cancer de prostate localisé, mais aussi pour le cancer des testicules, même à un stade relativement avancé. Donc ça peut changer la donne pour les patients et le mois de novembre nous permet d'avoir de la visibilité sur un travail qui, bien sûr, se poursuit toute l'année et pas seulement au mois de novembre. Parlez-nous un peu de Movember. Alors, quelle est l'origine de ce mouvement et comment se manifeste-t-il ? Donc, le mouvement Movember a été créé au début des années 2000 en Australie par un groupe d'amis qui voulait sensibiliser à la cause de la santé masculine en général, donc la cancérologie, mais aussi la santé mentale, comme vous le disiez tout à l'heure. De cette initiative, c'est devenu une association, c'est devenu une vraie charity en Australie, comme ils peuvent le dire, et ça s'est ensuite étendu dans tous les pays anglo-saxons, mais aussi maintenant dans l'ensemble des pays européens, et c'est devenu une véritable fondation qui est motrice, qui finance ses propres initiatives, mais qui aussi aide à financer des projets de recherche importants, notamment dans le cadre du traitement des cancers masculins. Et elle est symbolisée, il y a même des marques, enfin il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans ce Movember, et c'est symbolisé par cette grosse moustache que portent des hommes ou même des femmes pour pouvoir prévenir et informer sur ces cancers. Tout à fait, ça permet d'avoir quelque chose de très visuel, c'est symbolique de l'homme, de la santé des hommes, donc c'est un élément facile pour identifier toutes les actions de Movember qui sont effectivement de la prévention, du diagnostic, du dépistage, mais aussi de grandes actions de santé mentale et de façon globale des initiatives pour la santé des hommes, que ce soit à l'échelle d'une association ou aussi pour des grandes institutions et des consortiums européens et mondiaux de recherche médicale. Donc c'est très important et c'est aussi une façon de travailler avec les patients parce qu'ils participent aussi dans certains cas à la rédaction des essais cliniques et donc à l'objectif principal qui est d'améliorer la qualité de vie et bien sûr la survie des patients. Et en quoi ça touche l'Afrique, ce mouvement Movember? Est-ce que c'est également le cas en Afrique? Alors comme c'est toute la sphère anglo-saxonne, ils ne sont implantés officiellement qu'en Afrique du Sud actuellement, mais tout le monde peut participer, c'est très facile de rejoindre une action Movember ou d'en créer une. Il y a même des kits qui sont sur le site de la Fondation Movember qui expliquent comment créer une initiative locale ou une initiative de plus grande ampleur. Donc officiellement, ils ne sont implantés qu'en Afrique du Sud, mais tout le monde peut participer et rejoindre le mouvement. Est-ce qu'on rencontre aussi ces cancers en Afrique ? Oui, donc on sait que l'origine africaine et antillaise est un facteur de risque pour la survenue de cancer de la prostate. Et pourquoi justement ? C'est pas tout à fait élucidé, voilà, donc ouais. Probablement. Et pour ce qui est des Antilles, il y a aussi un rôle qui n'est pas confirmé, mais qui est possible de la chlordécone qui a été utilisée pendant des années. Un insecticide. Tout à fait, qui a été utilisé donc dans les cultures de bananes et qui voilà, c'est pas démontré formellement à l'heure actuelle, mais il y a de forts soupçons que ça participe, et notamment à l'émergence d'un type un peu plus rare de cancer de prostate, les tumeurs neuroendocrines, qui ont une tendance à être plus agressives que l'adénocarcinome de prostate, qui est la forme la plus courante.
Et sinon, mis à part cette exposition peut-être à des substances nocives, la dimension génétique, pourquoi certaines personnes sont plus à risque que d'autres? Parce qu'on parlait de certaines mutations, mais ça peut être aussi je sais pas, d'autres facteurs qui expliquent cette survenue de cancer. Oui. Donc il y a peu de facteurs de risque identifiés, donc c'est important que tout le monde soit sensibilisé à ça et se dire que ça ne peut pas être que les autres. Le principal facteur de risque pour le cancer de prostate est l'âge. Plus de 60% des cas sont des hommes de plus de 65 ans. Mais dans le cadre des formes héréditaires, notamment des mutations du gène BRCA et BRCA2 en particulier, là il s'agit de formes plus précoces. Donc en général, on en trouve une trace dans l'arbre généalogique, c'est héréditaire. Donc c'est différent de l'origine ethnique. L'origine africaine entière est un facteur de risque à part. Il y a aussi les formes familiales, mais on peut avoir cette mutation sans avoir d'antécédents familiaux particuliers de cancer du sein ou de cancer de prostate par exemple. Donc c'est important quand même d'écouter son corps, de faire attention aux symptômes et d'en discuter évidemment avec son médecin. Pour le cancer des testicules, il y a encore moins de facteurs de risque identifiés. C'est le premier cancer des 18-35 ans. Ça peut être globalement n'importe qui. C'est une maladie très rare. Et il y a une façon très simple de la repérer, c'est l'autopalpation des testicules. C'est vraiment l'examen le plus simple. Il n'y a pas de dépistage médical systématique, puisqu'encore une fois, ça reste très rare dans une population chez qui le cancer n'est pas fréquent. Il y a combien de cas par an qui surviennent en France? Il y a environ 2000 cas, un peu plus de 2000 cas. La majorité sont des cas localisés, c'est-à-dire qu'il suffit d'une orchidectomie, donc c'est-à-dire l'ablation du testicule. Des testicules. Oui, pardon. Ouais. Oui. Testicules, Donc 2000. Et d'une surveillance après cette chirurgie. Et une plus faible partie de ces cas sont des patients avec des maladies métastatiques d'emblée. Contrairement à la plupart des cancers au stade métastatique, le cancer du testicule peut encore être guéri par la chimiothérapie. Mais c'est important d'être pris en charge dans un centre de référence qui a l'habitude de prendre en charge cette maladie. Comme elle est rare, son traitement doit être parfaitement maîtrisé pour ces formes métastatiques, surtout celles de mauvais pronostic. Pour le cancer de la prostate, c'est plus de 50 000 nouveaux cas par an en France, dont 90% sont des cas de cancer de prostate localisé, c'est-à-dire un traitement local, chirurgie, radiothérapie, plus ou moins curithérapie sera suffisant, et par la suite également une surveillance du taux de PSA donc par le chirurgien urologue et ou le radiothérapeute. Et vous disiez tout à l'heure que certains de vos patients arrivaient un petit peu tard, notamment des jeunes qui étaient atteints d'un cancer des testicules, et que c'était très important d'en parler. Alors donc il faudrait peut-être, mis à part Movember, peut-être faire plus d'actions, que ce soit peut-être un dépistage systématique. Comment on pourrait améliorer les choses pour que ces personnes soient mieux prises en charge? Donc c'est vrai que le dépistage systématique est difficile. Il y a certains médecins traitants qui font une autopalpation systématique, par exemple à 20 ans. Avant, c'était fait au service militaire. Dans certains cas, maintenant, forcément, ce n'est plus le cas. Mais l'important, c'est l'autopalpation. Si on sait comment la faire, c'est pas très compliqué. On peut dépister tout seul. Donc, il y a une campagne qui existe, qui manque encore un peu de visibilité, je suis d'accord avec vous, qui s'appelle le 8 des ZIP, donc qui incite les hommes tous les 8 du mois à vérifier leurs testicules. À des ZIP, comme une fermeture éclair. Ouais. C'est ça. Donc, on essaye de donner de plus en plus de visibilité. Il y a des associations en France qui travaillent à ça, notamment l'association Sérum, qui a été fondée par le professeur Karim Fizazi, donc qui travaille également à l'Institut Gustave Roussy. Cette association elle comprend des patients essentiellement, évidemment, mais elle travaille en lien avec des médecins qui, une fois par semaine, répondent au téléphone aux questions des patients atteints ou de cancer de prostate ou de cancer du testicule, pour répondre aux questions sur le diagnostic, sur le traitement, voilà. J'ai une double question. En ce qui concerne le cancer de la prostate, est-ce que les thérapies ont évolué? Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce domaine? Et d'autre part, la deuxième question concerne les séquelles. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de séquelles ou est-ce que ça aussi, ça diminue? Ok, donc là il y a deux grands cas séparés, le cancer de la prostate localisé et le cancer de prostate plus avancé, donc métastatique. Pour le cancer de prostate localisé, les traitements génériques n'ont pas changé, c'est-à-dire donc chirurgie, radiothérapie, plus ou moins curithérapie, mais les techniques ont beaucoup évolué pour justement diminuer au maximum ces séquelles. La chirurgie, maintenant, est la plupart du temps robotisée, donc moins invasive, plus précise. Et pour la radiothérapie, les techniques se sont également améliorées. Avant, pour schématiser, le faisceau de rayons, donc qui a pour but de traiter la maladie, traversait de part en part sans variation de la dose. Les machines, actuellement, sont capables d'adapter au maximum la dose pour que la dose maximale soit reçue par la prostate uniquement et limiter la dose de rayonnement sur ce qu'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire les organes importants qui sont autour de la prostate, notamment la vessie et le tube digestif.
digestif. Donc ça a permis de beaucoup diminuer les séquelles qui existent tout de même. Pour la radiothérapie, c'est essentiellement ce qu'on appelle cystite et rectite radique, c'est-à-dire des inflammations qui peuvent persister à long terme de la vessie, mais aussi du tube digestif. Donc c'est des choses que les radiothérapeutes qui délivrent le traitement connaissent bien et donc ils font tout un suivi en post-traitement pour dépister d'éventuelles récidives de la maladie, mais aussi gérer les effets secondaires qui pourraient apparaître. Et pour la chirurgie, quels sont les effets, les effets post-chirurgie pour un homme qui est opéré? Donc il y a les effets classiques de l'anesthésie, des complications post-opératoires qui sont minimisés par la chirurgie robotisée, qui sont le risque de saignement, le risque d'infection. Ça, c'est inhérent à toute chirurgie, c'est pas très spécifique de la prostate. Pour ce qui est spécifique de la prostate, c'est surtout les troubles urinaires et les troubles des fonctions sexuelles, et notamment les dysfonctions érectiles, qui sont variables, elles existent aussi avec la radiothérapie, ces complications. Mais c'est fréquent ou c'est rare? C'est plus fréquent avec la chirurgie, plus inconsistant avec la radiothérapie. Parfois, le chirurgien peut sauver les bandelettes qui sont utiles à la préservation de la fonction érectile. Et parfois, ce n'est pas possible si la maladie est trop avancée. Mais ça, c'est quelque chose qui est expliqué aux patients en amont de l'intervention. C'est des risques qui sont bien détaillés. Donc, c'est important quand on va être en traitement de bien anticiper, de bien poser ces questions si on n'y était pas sensibilisé avant. Et par exemple, quand on vit en Afrique, on n'a pas forcément accès à autant d'hôpitaux, et des hôpitaux aussi pointus que l'Institut Gustave Roussy. Comment on peut faire pour justement dépister le plus vite possible si on a un cancer de la prostate? Bon, après, il y a l'âge, de faire attention à partir d'un certain âge, mais est-ce qu'il y a peut-être des tests assez plus faciles qui peuvent être faits en ville auprès de médecins généralistes et pas forcément dans des grands centres spécialisés comme le vôtre? Donc il y a un test très simple qui est accessible, c'est le dosage du PSA, donc c'est l'antigène spécifique de la prostate. C'est un marqueur qui peut augmenter dans d'autres cas que le cancer de la prostate, notamment s'il y a une infection urinaire, mais c'est très rare et ça doit être temporaire. Donc si on a un contexte familial, si on atteint un certain âge qu'on veut savoir, c'est bien d'en parler avec son médecin traitant qui vous dira si c'est adapté de faire un dosage du PSA ou non. En fonction du dosage, on peut soit le recontrôler si on pense que c'est un épisode temporaire, s'il y a eu une notion de signe fonctionnel urinaire qui pourrait orienter vers une infection, ou sinon de pousser des examens complémentaires pour faire le diagnostic. Donc l'échographie peut aider, mais actuellement la référence quand on y a accès, c'est l'IRM de prostate, qui est vraiment le meilleur examen pour le cancer de prostate localisé, pour déterminer où peut se situer la tumeur et donc orienter la réalisation de biopsies. Les biopsies de la prostate, c'est le seul examen qui va nous donner le diagnostic positif, le diagnostic de confirmation qu'il s'agit bien d'un cancer. Le taux de PSA ne signe pas et ne pose pas le diagnostic de cancer de prostate. Pour rappeler, donc une biopsie, on prélève une partie de la tumeur, c'est bien, enfin de l'endroit où on pense qu'elle est. C'est ça, on prélève. Donc l'IRM nous aide à cibler ces biopsies si on trouve une cible dessus. Sinon, si le PSA est élevé, il y a des biopsies à l'aveugle qui peuvent être faites, c'est-à-dire réparties dans l'ensemble de la glande prostatique. Mais l'idéal, c'est de pouvoir réaliser cet IRM pour cibler les biopsies et poser ainsi le meilleur diagnostic. En plus, ces biopsies vont nous permettre de stadifier la maladie, de connaître son agressivité par un score qui s'appelle le score de Gleason et qui va de 6 à 10. Donc 6, la tumeur la plus indolente, et 10, c'est une tumeur très agressive. Et donc pour adapter la suite du traitement. Et là, quand vous parlez d'IRM, est-ce que c'est un examen qu'on peut faire facilement en France ? Alors en France, maintenant, l'accès est relativement facile. Il peut y avoir des délais, mais c'est vrai que sur un taux de PSA modérément augmenté en l'absence de symptômes, il faut faire l'examen rapidement, mais ce n'est pas une urgence de 48 heures non plus. Donc en général, les délais collent bien avec ça. On arrive, et puis les urologues, souvent, ont leur circuit. Enfin voilà, quand vraiment ils ont une suspicion, le bilan est organisé assez rapidement. Les biopsies se font sous anesthésie. Il y a peu de complications. Maintenant, il y a différentes techniques pour les réaliser, et c'est vraiment important pour la suite du traitement. Et l'imagerie, enfin l'IRM, l'imagerie effectivement a fait énormément de progrès ces dernières années. Donc je suppose que la détection du cancer, d'un cancer de la prostate est beaucoup plus pointue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès d'imagerie. Donc pour les tumeurs localisées, l'IRM nous aide à faire les biopsies, mais aussi au stade métastatique ou pour les patients qui auraient un PSA en réascension après un traitement local de chirurgie ou de radiothérapie. Il y a de nouvelles imageries qu'on appelle les imageries métaboliques qui nous permettent de diagnostiquer de petites métastases bien plus tôt qu'avant et donc de proposer des traitements moins lourds quand la maladie commence à devenir métastatique. Mais si elle a un faible volume, qu'on ne détecte que sur ces imageries dites métaboliques, on peut adapter le traitement. Donc ça avance beaucoup pour diminuer le poids des traitements et faire des diagnostics de plus en plus précoces du stade localisé comme du stade avancé.
même si on a un cancer de la prostate, il y a certains, vous disiez que parfois la maladie est complètement indolente, donc elle n'évolue pas vraiment. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de traitement, donc pas de chirurgie, pas de chimio, et rester avec son cancer surveillé pendant des années ou pas? Tout à fait. Si on a certains critères, donc le taux de PSA, le score de Gleason, si c'est un Gleason 6 avec un PSA peu élevé et une tumeur qui n'est pas très grosse sur l'IRM, on peut faire une stratégie qu'on appelle de surveillance active, c'est-à-dire une surveillance, mais pas une surveillance. Voilà, c'est un schéma de traitement par surveillance, si vous voulez. Le patient ne reçoit pas de traitement médicamenteux, mais il est surveillé régulièrement sur le PSA. Et éventuellement, on est amené à faire de nouvelles biopsies de contrôle pour vérifier si la maladie évolue ou pas. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, ça permet de se passer des traitements. D'autant plus que les traitements de certaines formes localisées dans les cas de maladies métastatiques, ça repose sur l'hormonothérapie. Donc c'est plutôt un mauvais terme parce qu'au contraire, c'est une déprivation androgénique, parce que c'est la testostérone qui vient stimuler l'évolution du cancer de prostate. Donc on enlève cette hormone. On coupe la sécrétion de testostérone pour stopper la stimulation du cancer prostatique et ça induit un état qui est proche de la ménopause chez la femme, avec notamment une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc chez des patients qui ont déjà de nombreux facteurs de risque ou des antécédents cardiovasculaires importants, si on peut éviter le traitement et faire une surveillance, c'est bien. Dans des formes plus actives de la maladie ou des maladies métastatiques, on va devoir commencer un traitement, mais on sera sous couvert d'une collaboration avec le cardiologue, avec le médecin traitant, pour limiter au maximum les conséquences des traitements. Si je ne me trompe, il y a un président français qui a eu cette maladie, le cancer de la prostate, et qui a vécu très longtemps, plus de 14 ou 15 ans, sans que ça l'empêche d'exercer sa profession. Tout à fait. Donc il en est quand même décédé à une époque où il y avait très peu de traitements. On n'avait même pas encore de chimiothérapie dans le cancer de la prostate. C'est arrivé juste après son décès. Et maintenant, dans le cadre du cancer de prostate métastatique, on a énormément d'armes thérapeutiques et ça n'arrête pas d'augmenter. Et on a aussi, donc le professeur Fizazi en est à l'origine, un nouvel essai qui a démontré le bénéfice d'associer aussi les traitements qu'on avait pour les patients qui ont une maladie métastatique d'emblée. Donc le fait d'avoir une maladie métastatique dès le diagnostic, ça signe une agressivité particulière de la maladie. Et donc on regroupe plusieurs des armes qu'on a, c'est-à-dire l'hormonothérapie d'ancienne génération, comme on l'appelle, l'hormonothérapie de nouvelle génération et la chimiothérapie. Les trois sont administrés aux patients simultanément et ça permet d'augmenter nettement la réponse au traitement et leur survie à moyen et long terme. Et quel que soit l'âge du patient, ou est-ce que la réponse diminue d'efficacité avec l'âge? Alors la réponse ne diminue pas avec l'âge, mais c'est plutôt nous qui faisons des adaptations en fonction de l'âge du patient. Et alors pas tellement son âge sur le papier, mais ce qu'on appelle l'âge physiologique. Est-ce qu'il est parfaitement autonome à domicile? Combien de traitements prend-il? Voilà, quelles sont les autres comorbidités qu'il peut avoir? Comorbidités gériatriques, parce qu'on a souvent des patients de plus de 80, voire 90 ans, pour lesquels on fait ces traitements-là sous réserve d'une adaptation. Et on a également une collaboration qui se fait avec les oncogériatres, donc qui sont des oncologues et ou des gériatres, souvent des équipes mixtes, qui ont une formation dédiée à l'oncologie et qui nous permettent d'adapter éventuellement le traitement à l'âge et aux comorbidités du patient. Mais on essaye au maximum de les traiter de la même façon. Vous parliez du professeur Fizazi avec lequel vous travaillez. Il est mondialement connu et il a été récompensé pour tous ses travaux au dernier congrès d'oncologie, de cancérologie qui a eu lieu à Paris au mois de septembre. Et quelles sont les avancées auxquelles Gustave Roussy, et donc le professeur Fizazi, et donc vous et toute son équipe ont pu contribuer ces dernières années pour améliorer cette prise en charge du cancer prostate et testicules? Donc pour le cancer de la prostate, c'est notamment l'essai PIS-1 dont je vous parlais avant, donc qui consiste à accumuler les traitements des combinaisons de traitements différents. C'est ça, avant pour ces patients métastatiques d'emblée, en fonction de s'ils avaient des symptômes de la maladie ou pas, de s'il y avait beaucoup de métastases ou non, on disait on leur fait. Donc dans tous les cas, il y a une hormonothérapie de fond qui doit être là pour baisser au maximum la stimulation du cancer de prostate. Et on ajoute ensuite soit la chimio, soit des hormonothérapies de nouvelle génération, qui sont des traitements en comprimé. La chimiothérapie se fait en perfusion. Et on décidait l'un ou l'autre. Et quand le malade progressait, on lui donnait l'hormono s'il avait eu la chimio et inversement. Et là, maintenant, grâce aux travaux de M. Fizazi, on a démontré que dans ce cas-là, faire tout en même temps, c'était mieux.
Les testicules, juste pour... c'est les travaux auxquels il a contribué pour l'amélioration de la prise en charge. Il y a eu aussi de nombreuses améliorations, notamment pour les patients métastatiques de mauvais pronostic, c'est-à-dire avec beaucoup de métastases, certaines qui peuvent être dans des organes vitaux comme le foie. Alors là, je n'ai pas un facteur... Comme ils sont tous jeunes, oui, ils sont tous jeunes, ça ne rentre pas dans la gravité. Par contre, c'est le taux de marqueurs tumoraux. C'est une maladie qui, biologiquement, parle beaucoup avec des dosages sanguins qu'on monitore tout au long de la chimiothérapie. Et puis sur la présentation métastatique, donc c'est surtout ça qui nous aide. Et ces patients de mauvais pronostic, avant, ils avaient globalement le même schéma de chimiothérapie que les patients de pronostic intermédiaire. Et finalement, on s'apercevait qu'ils faisaient beaucoup moins bien, ce qui n'est pas étonnant puisque leur pronostic, la maladie n'est pas la même à la présentation. Et donc, c'est encore des travaux du professeur Karim Fizazi, un essai qui s'appelait le GTUC13, donc qui était un effort collaboratif, notamment français, mais qui a aussi impliqué les États-Unis, et qui consistait à dire que justement ces marqueurs tumoraux qu'on suit dans la prise de sang, donc qui sont assez accessibles pour suivre l'évolution de la maladie sans faire des scanners, si on regardait précocement la décroissance de ces marqueurs, après un premier cycle de chimiothérapie, pour les patients dont la décroissance de ces marqueurs était insuffisante, il a démontré qu'intensifier la chimiothérapie permettait de redresser leur pronostic, alors que ces patients, y compris s'ils étaient de mauvais pronostics mais avaient une décroissance très favorable de leurs marqueurs sanguins, on pouvait rester sur le schéma précédent. Sans chimiothérapie. Donc chimiothérapie, mais pas la même. Pas la même, d'accord. On parle d'une chimiothérapie plus longue, à plus haute dose, donc on n'a pas envie de faire à tout le monde puisque c'est des patients jeunes, la majorité on va les guérir. Donc le but c'est pas qu'ils gardent des effets secondaires toute leur vie de cette chimiothérapie. La toxicité qui est plus forte. C'est ça, on sait, c'est les mêmes problématiques que peuvent rencontrer les oncologues pédiatres. On sait qu'on va guérir le patient dans plus de 95% des cas. Alors pour les mauvais pronostics dans le cancer du testicule, c'est moins, mais on sait qu'on va quand même en guérir un certain nombre. Le but est que, au-delà du traitement et de la guérison de la maladie, ils puissent reprendre une vie quasiment normale. Et donc, c'est important d'adapter la chimiothérapie. C'est une forme de médecine personnalisée, finalement, donner la très forte chimiothérapie qu'à ceux qui ont les maladies les plus graves. Quelle est l'importance de la coopération internationale dans l'étude et le traitement de ces cancers ? Alors, dans tous les cancers en général, et en particulier dans le cancer du testicule, qui est une maladie rare, ça permet d'avoir de nombreux patients dans les études, ce qui permet d'avoir des résultats à niveau de preuve beaucoup plus haut. Pour une maladie rare, on peut très vite avoir des artefacts, des effets statistiques quand on a un petit effectif. La collaboration internationale permet de recruter à bien plus grande échelle, d'avoir de meilleurs résultats. Et elle se fait avec quel pays en général? Là, vous travaillez avec... Alors, au niveau français, déjà, c'est très bien structuré par un groupe qui s'appelle le GTUC, donc qui est présidé par le professeur Fizazi également. Et au niveau européen, il y a des collaborations, donc grâce à l'ESMO qui organise des congrès, mais qui est aussi un groupe... C'est le congrès d'oncologie. Voilà, une société d'oncologie médicale qui regroupe tous les pays européens. Et puis, à l'échelle mondiale, c'est des collaborations qui ont une structure ou non, mais en tout cas, c'est très bien organisé. Parfois, c'est des histoires de gens qui se connaissent, des collaborations, parce que dans notre parcours, on est souvent amené, dans le cadre de partenariats, à aller travailler dans d'autres centres, et on crée ainsi un maillage qui nous permet par la suite de conduire des travaux. Vous parliez de coopération de certains oncologues, de Gustave Roussy, qui allaient par exemple dans les DOM-TOM, donc à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, c'est bien ça? C'est ça, donc Gustave Roussy est plus largement Unicancer, donc qui est la fédération de tous les centres de lutte contre le cancer en France, souhaite développer des partenariats avec l'outre-mer pour améliorer l'accès, que ce soit aux tests diagnostiques, ce qui est très important, puisqu'il y a souvent des délais qui sont plus longs qu'en métropole, et aussi l'accès aux traitements, avec, quand il le faut, des EVASAN, donc c'est-à-dire un transport sanitaire en métropole pour des traitements spécialisés, mais aussi améliorer l'accès à la recherche clinique dans les DOM-TOM. Donc il y a des médecins qui montent des projets collaboratifs avec les médecins sur place et d'autres qui sont partis travailler sur place après une formation initiale dans des centres de lutte, des centres de référence. Maintenant, il s'est monté à Gustave Roussy des RCP, donc RCP Pacifique, RCP Caraïbes. Donc, c'est-à-dire, c'est des réunions durant lesquelles on parle des dossiers cliniques avec un peu compliqués qui nécessitent un avis. Donc ça, c'est notre pratique clinique à l'intérieur de l'établissement. Mais ce qui est nouveau, c'est d'avoir ces réunions en visio, en collaboration avec l'outre-mer pour que justement ces dossiers un peu complexes, on puisse en discuter. Faut-il les faire venir en métropole? Oui, non. Quel traitement proposer, etc. Puisque les oncologues sur place, forcément, font la plupart du temps de l'oncologie générale. Ils touchent à tous les cancers parce qu'il faut répondre aux besoins de la population. Et l'avis du centre de référence peut être utile dans certains cas compliqués. J'ai une dernière question, Dr Naoun. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser spécifiquement à ces cancers masculins? Donc, au début de mon parcours, je voulais faire de l'oncologie pédiatrique parce que je trouvais intéressant justement ce concept de toujours réévaluer ce qu'on fait entre le bénéfice et le risque, les séquelles à long terme. Donc, naturellement, au début de mon internat, je me suis orientée sur la prise en charge des tumeurs du testicule, donc ce qu'on appelle les tumeurs germinales.
parce que rarement le primitif n'est pas testiculaire, mais dans l'immense majorité des cas, oui. Et je trouvais intéressant cette prise en charge et puis donner de la visibilité, parce que c'est des sujets jeunes, l'enjeu est vraiment très important. Donc, et de fil en aiguille, c'est vrai que l'oncologie génito-urinaire regroupe ces tumeurs-là, donc je travaille maintenant sur tous ces types tumoraux, mais surtout les tumeurs germinales. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Merci, docteur. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.